Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, je reçois le docteur Serlier Alexandre, chirurgien orthopédique à Marseille et spécialisé dans la chirurgie de la main et de l'épaule. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du syndrome du canal carpien, très fréquent chez la femme enceinte et la femme de plus de 50 ans. Il s'agit de la deuxième intervention la plus réalisée en France et une des premières causes de maladies professionnelles. Bonjour docteur Serlier. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que le syndrome du canal carpien et quelles en sont les principales causes ? Alors le syndrome du canal carpien, c'est une pathologie qui va être une compression nerveuse au niveau du poignet. Donc au final, le canal carpien, c'est un espace anatomique qui se situe au niveau du poignet, qui est relativement serré et dans lequel va passer un nerf qui s'appelle le nerf médian. Ce nerf, en fait, il va donner la sensibilité d'une partie des doigts, les 3 premiers doigts, et une partie de la musculature de la main. Et ce nerf va se retrouver écrasé au niveau de ce canal, notamment par les tendons qui l'entourent, et du coup va se mettre à souffrir. Et les principales causes, c'est la surutilisation de la main, donc toutes les pathologies qui vont entraîner une surutilisation dans notre activité quotidienne, notamment l'ordinateur, mais également les maladies avec les professions, on va beaucoup utiliser ses mains, les travailleurs manuels. On va retrouver aussi les pathologies endocriniennes, c'est-à-dire tous les patients qui vont avoir des problèmes de thyroïde, mais également les variations hormonales, donc la grossesse effectivement, la ménopause, et qui vont entraîner des variations du taux d'hormones et qui vont entraîner une surcharge et un œdème qui va pouvoir décompenser un canal carpien. Et donc quels sont les signes et symptômes les plus fréquents ? Le premier symptôme, ce qui amène les gens à consulter, c'est les fourmis qui réveillent la nuit. C'est la première chose que me disent les patients et les patientes, c'est j'en peux plus, je dors plus la nuit, je suis réveillé, j'ai des fourmis en permanence. Ça va être aussi parfois des douleurs dans les doigts, parce que le nerf, quand il est écrasé, il va pouvoir transmettre une information douloureuse, et puis une perte de force, un lâchage d'objets. Mais en premier lieu, c'est vraiment les fourmis la nuit. Y a-t-il des facteurs de risque spécifiques pour développer un syndrome du canal carpien ? Donc on disait profession, mais est-ce qu'il y a autre chose qui peut entraîner cette pathologie ? Alors, plus on va avancer dans l'âge et plus ça arrive, c'est-à-dire que le pic de fréquence c'est au-delà de 50 ans, mais on en voit de plus en plus chez des sujets jeunes. Moi j'ai de plus en plus de patientes aux alentours de 20-25 ans qui se plaignent de fourmis, alors en dehors de la grossesse, parce que la grossesse est vraiment connue comme un facteur important, mais et on va le retrouver surtout sur des travailleurs qui utilisent beaucoup l'ordinateur notamment. Et puis aussi la surutilisation des téléphones qui nous fait utiliser beaucoup plus nos mains et nos doigts et qui vont entraîner l'apparition beaucoup plus jeune de ce genre de pathologie. Alors comment diagnostique-t-on le syndrome du canal carpien ? Est-ce qu'il existe des examens spécifiques ? Alors le premier diagnostic, les cliniques, c'est-à-dire que ça va se traduire par ces fourmis qui apparaissent la nuit. La confirmation, elle se fait par un examen qu'on appelle l'électromyogramme. L'électromyogramme, c'est un examen du nerf qui se fait par des rhumatologues, des neurologues ou des médecins physiques et réadaptateurs. Et donc c'est un examen qui est pas très très agréable, il consiste à stimuler le nerf pour voir justement s'il est bloqué à certains endroits. C'est obligatoire en France avant de décider d'une opération ou d'une prise en charge médicale. C'est pas le cas dans le reste du monde, mais c'est vrai qu'en France, c'est médico-légal de faire cet examen-là. Est-ce qu'un diagnostic tardif peut entraîner des complications ou des séquelles irréversibles ? Oui, tout à fait. C'est le nerf. Il faut comprendre que c'est un espèce comme un câble électrique. Donc, c'est-à-dire qu'on a une gaine comme un câble électrique. À l'intérieur, on a des fibres nerveuses. Et en fait, sur les formes débutantes, on va juste avoir un nerf qui va être un petit peu écrasé, mais les fibres à l'intérieur sont pas touchées, donc quand on va le traiter précocement, on va arriver à avoir une récupération totale. Par contre, lorsqu'on a une compression qui est vraiment importante, les fibres à l'intérieur du nerf souffrent, sont cassées, et là du coup on peut avoir des séquelles, on peut avoir une perte de force qui est définitive, on peut avoir une anesthésie de la main qui est définitive, et des douleurs qui peuvent être parfois irrémédiables. Alors, est-ce qu'on peut du coup prévenir le syndrome du canal carpien ? Et donc, si oui, quelles sont les bonnes pratiques à adopter ? Le prévenir, oui. Du coup, les travailleurs, comment ils font ?
qui travaillent de leurs mains. Comment prévenir tout ça? Il y a du travail positionnel, c'est-à-dire qu'on va éviter les positions prolongées du poignet dans la même position, parce que ça peut entraîner, aggraver ce canal carpien. Il y a tout ce qui est outils ergonomiques. Donc ça, c'est vraiment efficace. Ça améliore, c'est intéressant en prévention plus que dans le traitement, mais c'est vrai que ça va favoriser ça, et puis tout ce qui est économie de son poignet, notamment pour les travailleurs manuels, éviter les mouvements répétitifs au maximum, mais c'est vrai que quoi qu'il en soit, vu la symptomatologie, on aura quand même des canaux carpiens qui vont être présents, mais on peut un petit peu les diminuer le risque. Donc sur quoi repose la prise en charge ? Il y a plusieurs stades. Alors vous avez mis en place une prise en charge donc innovante et mini-invasive aussi, oui, donc oui. Je vous laisse vraiment tout développer. Non. Alors il y a plusieurs stades, comme je le disais, donc il y a simplement les gens qui vont se plaindre d'un petit peu de fourmis quand ils tiennent un objet de manière prolongée. Ce qu'on peut connaître lorsqu'on dort de manière prolongée, qu'on ressent des fourmis, ça peut ressembler un petit peu à ça. Dans la journée, un petit lâchage avec des petites fourmis. Donc à ce moment-là, on va être sur un canal carpien débutant. Ça, on peut le traiter par des mesures de repos, des attelles de repos, éventuellement des infiltrations. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le traitement médical. Des infiltrations de corticoïdes en général. Okay. Dans la majorité des cas, ça marche bien ou dans les formes débutantes. On va pouvoir même guérir du canal carpien, c'est-à-dire des gens qui vont avoir pendant une période des fourmis, puis on va le traiter, qui vont jamais être opérés, qui vont jamais s'aggraver. Et puis effectivement, lorsqu'on arrive sur des stades un peu plus avancé, ou lorsque ces traitements ne marchent pas, là on va proposer une opération. Cette opération, elle consiste à sectionner un ligament qui ferme le canal carpien, et donc on va donner plus d'espace au canal carpien, et plus d'espace au nerf notamment. C'est une intervention qui est extrêmement fréquente, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que ça représente quasiment 180 000 à 200 000 interventions par an, ce qui est colossal, et qui donne globalement de bons résultats. Nous, ce qu'on a essayé de mettre en place depuis quelques années, c'est une prise en charge qui permet d'être beaucoup plus sûre, efficace et surtout légère pour le patient, c'est-à-dire une modalité où en fait on va éviter un parcours de soins classiques, c'est-à-dire au bloc opératoire avec la visite d'anesthésie, endormir tout le bras et des gestes qui peuvent parfois être un peu impressionnants pour le patient, et au contraire on va faire quelque chose de très sûr puisqu'on fait un geste qui est contrôlé sous échographie, et on va faire un geste sous anesthésie complètement locale, sans consultation d'anesthésie. On va faire ça en consultation. C'est un geste qui va permettre de réduire l'agressivité sur le patient, qui va permettre d'améliorer, on a des résultats scientifiques maintenant qui sont intéressants, qui va permettre d'améliorer la satisfaction du patient, parce qu'en fait, on est beaucoup plus détendu quand on va pas au bloc opératoire, avec une efficacité du geste qui est aussi bonne que les autres techniques, voire même un petit peu meilleure sur les données qu'on a. Et qui va nous permettre de diminuer l'impression et l'anxiété qu'on peut avoir chez les patients. Et c'est surtout ça qui est très important, avec une chirurgie qui est vraiment mini-invasive, puisqu'on fait une incision cutanée qui fait à peu près 0,5 cm, ce qui est vraiment tout petit, et une récupération qui est immédiate, c'est-à-dire que les patients vont pouvoir réutiliser leurs mains tout de suite, avec une reprise d'activité quasiment immédiate. Ils vont pouvoir venir en conduisant à l'hôpital et repartir en conduisant, ce qui est beaucoup plus léger. Mais donc du coup, ça dure combien de temps il faut compter l'intervention, le geste chirurgical lui-même, il dure 3 minutes. Et en fait, les gens viennent et passent une demi-heure sur l'hôpital, donc ce qui est vraiment très très léger. Et surtout, voilà, on a vraiment l'impression chez les patients qui ont été opérés avec 2 techniques différentes. Cette technique-là et des techniques plus classiques avant, c'est que ce qui ressort, c'est que vraiment ils ont l'impression que on leur a simplifié les choses. Parce que du coup, la durée de convalescence est complètement différente entre les deux ? Pas tout à fait. Alors, sur la convalescence, on a quand même 2-3 semaines, on évite de porter des charges lourdes dans les 2 techniques. Mais par contre, c'est vu qu'on a vraiment une anesthésie locale et qu'on n'a jamais perdu la motricité, on peut toujours bouger sa main, que ce soit pendant l'intervention ou immédiatement après. En fait, on a l'impression qu'on va pouvoir se resserver sa main beaucoup plus rapidement. C'est ce que nous disent les patients. Au final, le geste est un petit peu le même, on coupe le ligament. Simplement, les modalités vont nous permettre de permettre au patient de reprendre l'utilisation de sa main de suite. Ça a aussi un intérêt aussi social et économique, c'est-à-dire que ça va nous permettre de diminuer le nombre de médecins, enfin pas de médecins, mais d'infirmiers nécessaires à ce parcours. Donc on utilise beaucoup moins de ressources médicales. On sait qu'aujourd'hui en France, on a malheureusement pas assez d'infirmières, donc c'est un vrai problème. On va utiliser beaucoup moins d'anesthésistes, on a aussi un vrai problème d'anesthésie, donc le coût est largement diminué, on diminue de
de 60% le coût de l'intervention. Même d'un point de vue écologique, on diminue considérablement l'impact carbone avec à l'échelle du volume, hein, puisqu'on parle encore de 280 interventions, des réductions d'impact carbone qui sont vraiment très importantes. Alors, est-ce qu'il y a des risques ou des complications possibles après cette chirurgie-là, qui est donc mini-invasive, mais quand même? Alors, la principale complication, qui est dans toutes les interventions du canal carpien, mais qui est toujours présente dans cette technique-là, c'est les douleurs du talon de la main. En fait, le ligament qu'on va couper, il est vraiment au niveau de la paume de la main. Et en fait, on va avoir des douleurs sur le travail de ce ligament qu'on va couper. Cette douleur, elle peut durer, elle va être variable d'un individu à l'autre. Ça peut être quelques semaines, et ça peut durer jusqu'à 4 mois, on va avoir un petit peu mal lorsqu'on va appuyer, lorsqu'on va serrer, ça peut parfois être assez invalidant, il y a des gens qui s'en plaignent pendant longtemps. Après, il y a des risques théoriques, des risques de lésions nerveuses. Avec la technique que je réalise sous échographie, ces complications, elles sont très très faibles. Enfin, personnellement, j'en ai jamais eu, parce qu'en fait, on contrôle la position du nerf en permanence. Après, les risques infectieux, il y en a quasiment pas. C'est une intervention qui ne s'infecte quasiment jamais. Ça arrive, mais c'est vraiment très 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 rare. Voilà, c'est les deux principales complications. Donc, quels sont les exercices ou rééducations spécifiques à faire après l'opération ? Surtout, c'est de réutiliser sa main tout de suite. Il n'y a pas de kiné, pas de rééducation particulière, parce que globalement, on demande aux patients de réutiliser sa main. C'est complètement différent de ce qui pouvait se faire il y a 10-15 ans, où on faisait des chirurgies très invasives, et du coup, les patients étaient immobilisés, on faisait de la rééducation. Là, maintenant, ma consigne, c'est vous reprenez votre vie, vous réutilisez votre main, le jour même, dès que vous sortez, vous reprenez l'utilisation de votre main. La seule précaution, c'est encore une fois, on évite de porter des charges lourdes au-delà de 3-4 kilos, mais sinon, voilà, on réutilise, et c'est surtout de l'auto-rééducation au niveau de la main. Alors, quelles sont les avancées récentes en matière de diagnostic et de traitement du syndrome du canal carpien ? Donc, vous parliez de votre technique d'intervention, mais est-ce qu'il y a autre chose, d'autres traitements ? Quelles sont les avancées scientifiques au niveau du diagnostic et de la prise en charge ? Sur le diagnostic, il y a beaucoup de publications qui travaillent sur le fait de trouver des techniques un peu moins contraignantes que l'électromyogramme, parce que avec l'électromyogramme, c'est pas très très agréable. Alors qu'il y a beaucoup de travaux, notamment sur l'échographie en diagnostic, qui pour l'instant sont pas encore complètement validés, mais avec des pistes intéressantes. Après, sur la thérapeutique, on a depuis quelques années notamment travaillé sur d'autres compressions de ce même nerf. En fait, le nerf, il va pouvoir être comprimé également au niveau du coude. Alors, c'est très à la mode dans le milieu de la chirurgie, un peu trop à mon goût, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant chez les patients qui vont continuer à souffrir de fourmis ou d'engourdissement ou de gêne après les chirurgies du canal carpien, ou alors avec des électromyogrammes normaux. En fait, on s'est aperçu qu'on avait des compressions qui pouvaient avoir lieu au niveau du coude avec des électromyogrammes totalement normaux. Ça s'appelle la chirurgie du lacersus, la pathologie du lacersus, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça nous permet de comprendre des patients chez qui on a des résultats qui sont un petit peu mitigés, on comprenait pas trop pourquoi, et c'est quelque chose qui nous permet d'avancer sur le traitement des patients. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que l'on termine cette émission, Dr Serlier ? Simplement ne pas attendre à se faire diagnostiquer lorsqu'on a ce type de symptômes. Il vaut mieux le prendre en charge très tôt, parce qu'encore une fois, lorsqu'on le prend en charge très tôt, on peut éviter une opération qui, même si elle est légère, même si on a vraiment amélioré les choses, reste quand même une opération, quoi, hein, ça reste quand même une technique chirurgicale. Et si on le prend en charge tôt, si on fait bien les choses avant, on peut arriver à éviter une opération. Merci beaucoup, Dr Serlier, pour votre intervention sur Radio JM aujourd'hui. Merci à vous. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaachas@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.